Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes dernières lectures pour le mois d'octobre. Donc effectivement j'ai sorti mon pull de Noël parce que ça correspond à la période dans ce moment, mais comme je suis très en retard dans mes avis lecture en vidéo, eh bien on va parler seulement des lectures de fin octobre, donc de lecture d'Halloween et pas de lecture de Noël. Voilà, je suis désolée. Donc dans cette vidéo j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, mais il y en a certains que j'avais lus dans le cadre d'un vlog et d'un challenge que j'avais fait avec ma copine Imen de la chaîne Face in World. Donc je vous remettrai le lien vers le vlog parce que du coup il y a certains titres sur lesquels je vais passer assez rapidement comme je vous en avais déjà parlé un peu plus en détail dans une autre vidéo. On va commencer juste avec deux titres que j'avais lus avant le challenge. Tout d'abord j'avais Enterrer la mariée par Oren Miller, c'est publié aux éditions de L'Homme sans nom et on est sur un récit entre thriller et fantastique. On va retrouver ici le duo d'enquêteurs qu'on avait découvert dans son roman J'agonise fort bien, merci, qui était un petit peu un tome 1, même si ce sont plutôt des enquêtes indépendantes. Et donc on a un duo d'enquêteurs qui sont quand même assez particuliers, assez hauts en couleur et qui sont amenés à résoudre des affaires mystérieuses et secrètes dont on ne veut pas trop qu'ils parlent. C'est pas des enquêteurs officiels, c'est plutôt des détectives privés. Et donc pour ce récit-là, c'est un titre qui se passe en 1952, qui commence au départ à Monaco avec un mariage qui se fait entre deux personnes de très grande famille. Sauf que la mariée va être retrouvée morte et dans des conditions particulièrement affreuses. Cette enquête va ensuite mener notre groupe de personnages donc à Monaco au départ et puis ensuite à Paris et puis finalement sur l'île de la Martinique. C'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié, ça part vraiment sur quelque chose avec un réseau d'affaires, de prostitution, beaucoup de faux semblants, beaucoup de mystères. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette, ça se lit vraiment très bien, j'étais complètement embarquée dedans. Et je trouve que toutes les ambiances différentes étaient très bien retranscrites. J'aime beaucoup l'écriture d'Oren Miller, donc Lucie Castel pour son autre nom de plume. Je trouve vraiment qu'elle a une très très chouette écriture. Celui-ci, ça faisait un petit moment déjà que je voulais le lire, je suis contente de l'avoir enfin fait. Il me reste, je crois, un troisième titre de ce groupe de publication avec cet enquêteur. Il faut que je regarde exactement, mais il me semble qu'il en reste un. En tout cas, une chouette découverte de nouveau. C'est vraiment des récits que je vous recommande, que je trouve vraiment très sympa. Ensuite, j'avais lu Ce feu qui nous consume par Rory Power. C'est publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est un titre qui m'avait fait très envie parce que c'est la même autrice que celle qui avait écrit Wilder Girl, qui était sortie il y a quelques temps, je crois que c'était sorti pendant le confinement. Et c'est un titre que j'avais beaucoup aimé, qui était du body horror, donc un roman plutôt horreur, glauque, avec des scènes assez graphiques qui concernent le corps. Ça peut être des modifications corporelles, ça peut être de la pourriture, enfin voilà, ce genre de choses un petit peu glauques. Wilder Girl, j'avais trouvé ça vraiment très sympa, moi j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'étais très curieuse de la découvrir sur un autre récit. Wilder Girl parlait vraiment d'un groupe de jeunes filles qui sont ensemble dans un internat et dans lequel il commence à se passer des choses, donc il parlait beaucoup de l'effet de groupe aussi. Alors que pour le coup, dans celui-ci, on parle beaucoup quand même de solitude. On a donc notre personnage principal qui s'appelle Margot Nielsen. Et Margot, elle a toujours grandi seule avec sa mère, et sa mère, c'est pas un très bon parent, elle s'occupe pas beaucoup d'elle, etc. Et Margot va finir par découvrir qu'en fait, sa grand-mère est toujours vivante, donc la mère de sa mère, et va réussir surtout à prendre contact avec elle, et va décider donc de fuir de chez elle pour aller retrouver sa grand-mère. Sauf que autant sa mère est une maman assez dysfonctionnelle qui s'occupe très peu d'elle, autant sa grand-mère, qui semble sur le papier très bien, qui est propriétaire terrienne d'une riche exploitation dans un village, etc., se révèle cacher quelques surprises, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est un titre qui est très glauque, assez inquiétant, assez intriguant, qui effectivement parle beaucoup donc, ouais, de la solitude de ce personnage-là qui a toujours grandi vraiment seul avec sa mère et très isolé, et qui du coup, arrivé dans ce village-là de sa grand-mère, va faire un peu la rencontre de d'autres personnes. Et puis surtout, en fait, quand elle arrive sur place, il y a un incendie qui est en train de ravager une partie des plantations de sa grand-mère. Et dans cet incendie, elle est sûre et certaine d'avoir vu une jeune fille qui est morte, et cette jeune fille, c'est son sosie, c'est la même personne qu'elle. Donc elle est très perturbée par ça et se pose beaucoup de questions. Et tout le monde fuit un peu les réponses, on lui dit pas ce qui s'est passé, on comprend qu'il s'est déjà passé des choses pas mal d'années en arrière, mais vraiment voilà, elle n'arrive jamais à avoir vraiment de réponse, et il y a plein d'éléments bizarres qui se mettent autour d'elle. C'est un récit qui a beaucoup de surprises jusqu'à la fin, que j'ai trouvé vraiment original, bien maîtrisé, voilà, pour ma part j'ai beaucoup aimé, et du coup je serais curieuse à nouveau de découvrir d'autres récits de cette autrice. Et ici aussi à destination plutôt young adulte. Dans ce roman-ci, on a pour le coup un groupe de jeunes filles, je ne sais plus si elles sont 5 ou 6,
Ça se passe dans les années 1980 à Cleveland en Ohio. La ville est en train vraiment d'avoir une grande métamorphose sociale, il y a plein d'entreprises qui sont en train de fermer, de personnes qui se retrouvent sans emploi, etc. Et dans ce contexte-là, notre personnage principal qui s'appelle Phoebe va voir donc ses 4 ou 5, je sais plus, meilleurs amis qui gravitent autour d'elle se mettre à se transformer et à devenir comme un peu pourrie, un peu rongée par la rouille, etc. Et elle, c'est la seule du groupe qui n'a rien. Et on va la suivre donc en 1980 et également à l'époque actuelle. J'ai trouvé ça vraiment sympa et assez prenant. Voilà, il y avait vraiment un côté mystère et étrange, un aspect social avec cette crise économique. C'est plus un roman d'ambiance que vraiment un roman d'horreur, même s'il y a quelques scènes un peu glauques. Ensuite, j'avais lu Loin de lui le soleil par Vincent Tassi, qui est un petit préquel à son roman Apostasie. On est sur de la dark fantasy, donc de la fantasy assez sombre qui frôle un peu l'horreur et qui revisite le mythe du vampire, même si la thématique du vampire n'est pas forcément énormément abordée dans Loin de lui le soleil, c'était plus le cas dans Apostasie. Ça se lit vraiment très facilement, on est sur une mise en page assez grande, assez aérée, je l'ai lu en l'espace d'une heure à peu près. Donc voilà, c'était sympa, c'est une chouette addition pour Apostasie, mais je sais pas si en tant que roman unique ça parlera autant que ça. J'ai également lu La nuit des reines par Alex Bell. Celui-ci c'est un roman qui se passe à la Nouvelle-Orléans dans le folklore bayou. On suit l'histoire de Jude qui est une jeune musicienne qui galère un peu à joindre les deux bouts, à payer son loyer, etc. et qui va se retrouver à jouer lors d'un cortège funéraire, sauf que c'est le cortège funéraire de la reine, de la personne qui régnait sur la société magique qui a vraiment le pouvoir sur la ville. Et cette reine semble bien décidée à se venger, et pour se venger elle a décidé de faire une sorte d'amulette, de malédiction qui fait qu'elle va se retrouver dans le corps de Jude et à partager son esprit avec celui de Jude pour essayer de se venger. Et c'est pas un personnage très sympathique et bienfaisant, voilà. C'est un titre celui-ci que j'ai trouvé vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé l'immersion dans le folklore. Par contre il y a une petite touche de romance, je trouve qu'elle ne sert à rien et qu'en plus on ne comprend pas très bien d'où est-ce que ça vient. Je trouvais que les personnages auraient pu avoir une autre relation qui aurait été plus intéressante. Et puis également, c'est un roman qui, ça se voit, est prévu pour avoir une suite et la suite n'est jamais sortie. Donc je sais pas si c'est toujours un plan de la part de l'autrice ou pas, en sachant que c'est une autrice anglaise et que le roman anglais et la version anglaise de celui-ci est sortie il y a déjà un petit moment, la traduction aussi. Et voilà, il n'y a toujours pas de nouvelles par rapport à une suite. Donc voilà, il peut quand même se lire en tant que tel, mais on voit bien que sur la fin, il y a quand même quelques pistes, quelques clés pour une suite qui du coup n'existe pas et je sais pas si elle existera un jour. Le petit dernier que j'avais lu dans ce même challenge, c'était Arlis des Forains par Mélanie Fazi. Celui-ci, on est sur un titre fantastique, plutôt à destination adultes ou grands adolescents. On suit un personnage qui s'appelle donc Arlis, qui a grandi dans une troupe de forains et qui va se retrouver arrivé dans un village, faire la rencontre d'une jeune fille qui va l'initier à tout ce qui relève des fantômes. Ensemble, ils vont commencer à appeler les fantômes, etc. et découvrir pas mal de choses. Et en parallèle de ça, Arlis va découvrir pas mal de choses sur lui-même, sur qui il est, parce qu'il sait que voilà, il a grandi parmi les forains, mais il sait que c'est pas complètement sa place et que c'est pas vraiment ses origines. Celui-ci aussi c'était sympa, j'ai bien aimé. Mélanie Fazi, j'avais lu plutôt dans ses nouvelles sinon le reste du temps. Et je crois que c'était la première fois que je lisais un roman d'elle et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Pour le coup celui-ci il est sorti je crois au début des années 2000, quelque chose comme ça, donc il y a déjà quelques années. Ensuite on va passer à 3 autres récits. Il y en a certains dont je vous avais aussi un petit peu parlé dans le vlog mais que j'avais pas forcément fini à ce moment-là. Tout d'abord 2 livres audio, le premier s'appelle L'heure bleue, c'est écrit par Paula Hawkins, c'est celle qui avait écrit La fille du train. Et La fille du train, moi c'est un récit que j'avais pas forcément trop apprécié, j'avais trouvé qu'il y avait trop de défauts à l'intérieur, un personnage principal qui était trop insupportable, etc. Donc j'avais pas vu l'adaptation en film. Pour le coup L'heure bleue c'est vraiment différent, on est sur un thriller toujours, qui se passe dans le milieu de l'art. On a donc en fait 3 personnages principaux dans ce récit-là. Le premier personnage c'est celui de Vanessa Chapman, c'était une artiste donc fictive, inventée pour le récit, mais qui était donc à la fois peintre, sculptrice, etc. Enfin qui faisait plein de choses différentes et qui vivait sur une île assez isolée. Et donc elle est décédée, elle a laissé derrière elle énormément d'œuvres. Et il y a un petit peu une dispute pour savoir à qui toutes ces œuvres reviennent. Et puis elle a aussi laissé derrière elle énormément de carnets et d'écrits. Et donc nous, lecteurs, c'est par le biais justement de ces carnets-là qu'on va découvrir sa voix et ses pensées.
Et puis ensuite on a le personnage de Grace qui était sa meilleure amie et qui vivait à la fin avec elle sur cette île et qui reste finalement la gardienne de cette maison isolée sur son île. Et puis le dernier personnage, c'est le personnage de James Baker. Lui c'est un conservateur, il travaille pour une fondation d'art et il est en charge de s'occuper justement de toute la collection des œuvres de Vanessa Chapman et il doit donc aller notamment récupérer des œuvres qui manquent sur l'île d'Eris. Sauf qu'il va y avoir un élément déclencheur au début de ce récit, à savoir qu'il y a un anthropologue qui va visiter une exposition des œuvres de Vanessa Chapman et qui va découvrir que dans l'une des sculptures qu'elle a faites, elle a utilisé une côte humaine, ce qui est donc interdit, et qu'en plus cette côte semble cassée, enfin, il y a des choses un peu mystérieuses dessus, et donc forcément ça va amener pas mal de questionnements parce qu'il faut démonter l'œuvre si on veut pouvoir faire des analyses par rapport à cette côte, savoir si c'est une côte qui est ancienne et qu'elle a pu trouver par hasard, ou bien si c'est une côte qui est plus récente et qui relève du coup d'un meurtre plus récent, et auquel cas est-ce que Vanessa Chapman est impliquée dedans. Donc voilà, du coup c'est de ce point de départ là dont va partir toute notre enquête. C'est un livre audio du coup avec deux voix différentes pour le lire, une voix masculine pour les passages de James Baker et une voix féminine pour les passages de Grace et puis les carnets de Vanessa. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment bien mené, qui était très bien lu. On sent vraiment qu'il y a une tension qui monte petit à petit, il y a un côté très prenant dans le récit et c'est un récit qui explore vraiment en profondeur les relations humaines. Et donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié, ça a été une chouette lecture. Et puis l'autre livre audio que j'ai lu, pour le coup c'est le seul qui a vraiment aucun rapport avec Halloween dans cette sélection. Il s'agit de Tomber du ciel. Celui-ci je vous en avais déjà parlé mais j'avais envie quand même de remettre l'accent dessus. Tomber du ciel du coup c'est écrit par Alice Develey qui est une journaliste et son personnage principal c'est Alice quand elle a 14 ans, donc c'est beaucoup inspiré de son vécu à elle, c'est pas tout à fait voilà, son histoire complètement à elle mais c'est beaucoup inspiré de ce qu'elle a vécu. Puisque à 14 ans elle va être diagnostiquée anorexique et elle va être envoyée en hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique dans lequel elle va se retrouver va faire preuve de beaucoup de maltraitance envers elle et ils ont vraiment énormément de défaillances. Ils vont notamment seulement adresser son poids et ce qu'elle mange ou ce qu'elle ne mange pas et pas du tout l'aspect psychologique qu'il peut y avoir derrière. On n'adresse absolument pas toutes les pensées négatives qu'elle peut avoir contre elle-même, contre son propre corps, etc. qui influent complètement, enfin qui sont la raison de pourquoi est-ce qu'elle ne mange pas, pourquoi est-ce qu'elle s'affame, etc. Et donc voilà, c'est un récit qui va beaucoup parler de son mal-être à elle, de toutes les pensées invasives qu'elle peut avoir dans sa tête, et puis effectivement de toutes les scènes, de tous les éléments de maltraitance de la part du personnel hospitalier, que ce soit par manque de moyens ou parce que les personnes ne sont pas forcément très bien intentionnées ou pas très bien informées. Mais voilà, en tout cas c'était un récit qui était quand même assez glaçant, c'est un récit qui est très dur. J'ai fait une pause au milieu pour lire d'autres choses, écouter d'autres choses parce que j'ai saturé un petit peu. Mais voilà, en tout cas c'est quand même un titre qui est très bien fait, que je vous recommande si ça vous intéresse, mais lisez-le à un moment où vous vous sentez ok de le lire. Et n'hésitez pas à faire des pauses dedans. Donc voilà. La version audio est très bien faite, c'est lu par Ariane Bruce qui est une comédienne que j'aime beaucoup. Mais voilà, en tout cas c'est vrai que c'est un récit qui est très dans les pensées internes de la narratrice, qui ressent beaucoup de colère et aussi beaucoup de colère envers elle-même et beaucoup de mal-être, et du coup c'est pas forcément facile à lire quand même. Et pour finir sur une note un peu plus joyeuse du côté des romans, je vais vous parler d'un récit pour le coup dont c'est la première fois que je vous parle sur cette chaîne, je l'avais juste mentionné un peu en book haul, puisqu'il s'agit des filles de Witch Hazel House, écrit par Nora Lake et Cécile Guyot. On est aux éditions Naos et c'est un récit qui est sorti dans cette très jolie édition qui est l'édition classique, c'est pas l'édition collector du roman. Et on est sur un titre qui est assez court, il fait moins de 300 pages, à peu près 250 je crois. Dans ce récit-là, en fait, on va suivre un groupe de 4 jeunes filles et on va suivre chacun de leurs points de vue au fur et à mesure du récit, pas tous en même temps. Et ces 4 jeunes filles, en fait, sont des jeunes lycéennes, étudiantes, qui se retrouvent envoyées dans une grande maison pour faire des études autour de la littérature, écrire voilà, des choses autour de la littérature, etc. Elles sont un peu encadrées quand même par des professeurs, etc. Mais elles passent quand même beaucoup de temps seules, toutes les 4, dans cette grande maison. Et elles sont dans une ambiance très... C'est un roman avec une ambiance qui est vraiment très marquée et c'est un roman qu'on pourrait qualifier de cozy horror. Le cozy horror c'est donc un mélange entre un côté très cosy, pilou-pilou, feuilles d'automne, plaid bien chaud et pull tricoté, et en même temps il y a un côté un peu horrifique avec un côté mystérieux où voilà, on se pose quand même des questions. Et donc effectivement nos jeunes filles finalement vont trouver en fait une planche de Ouija et vont décider de s'en servir. Elles ressentent beaucoup de bonnes ondes dans cette maison, mais elles ressentent effectivement qu'il y a des présences.
et donc elles vont demander à cette planche de Ouija ce qu'il en est, sauf que c'est pas du tout un esprit sympathique qui va s'amener à elles, mais au contraire un esprit assez malfaisant qui va un peu faire pas mal de bazar autour d'elles, et elles vont essayer de comprendre ce qu'il en est et d'essayer soit d'apaiser, soit de libérer justement ces fantômes, ces choses du passé qui finalement en plus remontent pas forcément à si loin que ça, et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça va également les amener à comprendre des choses par rapport à l'histoire de cette maison en tant que telle. Voilà, je trouvais que les thématiques étaient bien abordées, on a des personnages qui sont assez différentes les unes des autres. Notre premier personnage principal souffre de TOC, et puis voilà, par rapport aux autres, on a aussi d'autres thématiques qui sont intéressantes. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était bien construit, que c'était bien mené. Ça aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus long et un petit peu plus développé, notamment par rapport aux révélations sur la fin, sur la construction de la maison, je ne veux pas trop vous spoiler. Voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment de chouettes idées à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a un côté très vintage, etc. Et en même temps, c'est un récit avec sa petite part d'horreur, un côté engagé, c'est assez féministe aussi. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. De manière générale, de ce que j'ai lu des deux autrices, j'aime vraiment bien leur travail, donc ça n'a pas manqué, je me doutais que ce serait réussi. Pour terminer, côté graphique, sur la fin de mois, j'ai lu 3 récits. Tout d'abord, j'avais lu pendant le challenge L'Atelier des Sorciers, le tome 13. C'est un tome qui est sympathique, mais une fois de plus, on n'a pas l'impression d'avoir de grandes avancées dans ce manga, c'est toujours un peu le même souci. Les dessins sont toujours très jolis, il se passe quand même des choses à l'intérieur de ce tome-ci, mais voilà, c'est vrai qu'à chaque fois on attend un an, on est trop content de retrouver l'histoire, et puis à chaque fois il y a un petit côté un peu trop peu parce que on voit que l'histoire avance, mais quand même assez lentement, et je sais pas du tout combien de tomes sont prévus, donc voilà, j'espère que petit à petit on va se rapprocher quand même de la fin et qu'on part pas sur un manga en 90 tomes comme ça peut exister. Je ne pense pas, mais on sait jamais. Donc voilà, en tout cas c'est un récit que j'aime bien sur l'histoire d'une jeune fille qui se découvre des pouvoirs magiques et qui commence à apprendre la magie. Ensuite, l'autre lecture qui n'a rien à voir avec Halloween, j'ai lu Éclore, qui est un roman graphique d'environ 300 pages écrit par Aude Mermillot. J'avais découvert son travail dans 2 récits qu'elle avait co-scénarisés avec Martin Winkler, et j'avais beaucoup aimé son travail et son trait de dessin. Là pour le coup on est sur un récit qu'elle a fait toute seule et qui est un récit très introspectif qui parle vraiment d'elle-même et de son rapport à elle, à son corps, à son intimité, à son plaisir, et notamment suite à des agressions qu'elle a subies et des rapports qui n'étaient pas forcément consentis avec un de ses ex-compagnons, et petit à petit elle va s'amener à s'interroger sur son rapport avec son désir, avec son plaisir, et pas forcément en fonction de celui de son partenaire. Donc voilà, c'est un titre qui peut être quand même assez direct dans la sexualité, et avec une sexualité qui peut être qualifiée de débridée, on a pas mal de scènes nues, etc. Donc voilà, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais j'ai trouvé que c'était un titre qui était intéressant par rapport au rapport à soi, à son corps, etc. Et le petit dernier que j'ai lu, il s'agit de Mooncakes par Wendy Xu et Susan Walker. C'est un titre qui me faisait vraiment bien envie. Pour le coup, on est parfaitement dans la thématique Halloween, puisqu'on a donc un duo de personnages principaux. D'un côté, on a Nova, c'est une jeune sorcière qui est sourde et qui vit avec ses 2 grands-mères. Et puis de l'autre côté, on a le personnage de Sam. Sam, c'est un personnage non-binaire et qui est un loup-garou. Et Sam va revenir après de nombreuses années dans le village d'enfance, d'où elle est originaire, et va donc retrouver Nova. Et ensemble, elles vont s'attaquer à un mystère qui règne autour de la maison, avec des forces magiques qui ont l'air assez présentes. Donc il y a à la fois un côté force magique, choses assez sombres, etc., avec du coup des thématiques de couleurs beaucoup plus sombres. Et puis à côté de ça, on a certaines scènes plus à l'intérieur de la maison, avec des chocolats chauds, des grandes librairies, etc., des grandes bibliothèques, un côté plus cosy. Donc on est un peu à la 50-50 entre les deux. Voilà, c'est un récit que j'ai bien aimé. Donc voilà, sur ce j'en ai donc terminé avec ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, ou bien s'il y en a certains dont je vous ai donné envie. Et puis n'hésitez pas à aller voir également, comme je disais, le vlog dans lequel j'avais parlé de certains de ces titres un peu plus en détail. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!